Comme je vous ai dit, j'ai fait un master en gestion de patrimoine international, donc j'ai le CIF, la CGA, etc. Je fais juste un petit disclaimer, aujourd'hui je ne vais pas faire du conseil en investissement, pas de conseil fiscal, etc. C'est vraiment juste mon avis que je donne ici. L'intervention, elle va se baser sur le droit français, essentiellement. Ce sera surtout la deuxième partie. Mon objectif ici, c'est vraiment de vous présenter Bitcoin et comment ça peut être intégré dans la gestion de patrimoine. Il faut comprendre quand même que les crypto-monnaies, Bitcoin, etc., c'est très nouveau. Tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est voilà, les normes, etc., c'est pas encore très bien ficelé. Donc ça bouge, faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais dire aujourd'hui. C'est vraiment en discussion, en cours. J'ai fait un plan en 2 parties, avec une première partie qui va être sur vraiment Bitcoin, que Bitcoin, avec de la mise en comparaison avec la finance traditionnelle, l'histoire, etc. Moi, j'avais pour idée de faire presque 2 heures que sur ça, que sur la finance, la création monétaire, etc. C'est en général la première étape quand on arrive à Bitcoin, il faut faire voilà, les fondations correctement. Mais là, on va faire juste 1 heure. On va pas aller trop dans les détails, juste pour avoir une vue générale, globale. Les fondamentaux. Ouais, c'est ça, les fondamentaux. Et moi, quand je vais vous parler de Bitcoin, j'aimerais que vous preniez vraiment pour vous, déjà dans un premier temps, comment Bitcoin ça peut être intéressant dans vos vies personnelles à vous deux, dans vos finances personnelles. Et puis après, mon focus, il va être sur vos clients et avec un objectif que le client il soit le plus autonome possible avec ses Bitcoins. C'est l'idée de base. On va dire le business model que je préfère par rapport à la gestion de patrimoine, ça va être de l'accompagnement et du conseil. Ouais. Parfait. Et la deuxième partie, ça va être vraiment sur les aspects réglementaires, la fiscalité, la gestion de patrimoine et Bitcoin en France. Donc on va commencer par le contexte financier, la question étant dans quel système financier sommes-nous ? Donc aujourd'hui on est dans un système fiat. Depuis 1971, c'est la date la plus importante selon moi. En 1971, le président américain Nixon, il décide de désindexer le dollar à l'or. Donc depuis 1971, les monnaies fluctuent et on parle de fiat quand on parle de monnaie de gouvernement par simple décision. La monnaie n'est plus adossée à des métaux précieux ou à de l'or ou à quelque chose de concret. Là, donc elle est créée par les banques centrales, imprimée en quantité illimitée. Il faut bien retenir cette information parce qu'on va la mettre en comparaison de Bitcoin qui est limité en quantité. Donc on sait que quand les quantités sont illimitées, l'impression monétaire dévalue la monnaie, c'est le principe de l'inflation, on connaît très bien. Et donc ça dévalue la monnaie des citoyens, des investisseurs, etc., de nos clients, de nos futurs clients. Là, je vous ai mis un graphique qui compare la courbe des inégalités aux États-Unis. C'est assez intéressant de voir que depuis 1971, on a la courbe des inégalités qui augmente après cette prise de décision. C'était vraiment juste pour mettre en contexte. Ensuite, je vous mets un premier article qui décrit Bitcoin comme l'actif le plus performant depuis 2009, depuis la dernière décennie. Et on a en dessous un tableau de performance. N'hésitez pas à me couper, si vous avez des questions, on est là pour ça. Le tableau de performance, c'est BlackRock qui l'a fait. BlackRock, c'est le plus grand gérant d'actifs au monde. Et il a pris de 2013 à 2023 les principaux actifs financiers. Et on peut voir dans les carrés noirs, c'est BTC, c'est Bitcoin, qui surperforme tous les actifs. Après, je vous ai mis la répartition des richesses. Donc on peut voir ça un peu comme la capitalisation de tous les plus grands actifs. Donc on voit ici Bitcoin. Bitcoin qui est capitalisé, là les chiffres ils sont pas à jour, c'est 400 milliards, aujourd'hui c'est 800 milliards. Mais dans tous les cas, c'est une goutte d'eau comparée au reste des actifs financiers. On a l'immobilier à 330 trillions, les obligations à 300 aussi, les actions qui sont à 115, l'or qui est à 12 trillions. Donc Bitcoin c'est vraiment une toute petite, c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout. On verra qu'on pourra imaginer plus ou moins, sans faire de la spéculation, mais que si une toute petite partie, on va dire de l'or, de l'immobilier qui se transfère vers Bitcoin, voilà, il y a des marges qui peuvent être assez importantes. Alors là, on va venir vers le document le plus important quand on parle de Bitcoin. C'est un document qui a été, c'est le livre blanc qui est sorti en 2009
par le créateur de Bitcoin, qui s'appelle, on appelle ça un white paper, donc c'est le livre blanc. C'est un document officiel de 9 pages où l'inventeur explique qu'est-ce qu'il a essayé de créer, les technologies qu'il a assemblées pour créer Bitcoin. Donc en général, voilà, il y a des gens qui vont parler de Bitcoin, ils vont même pas parler de ça. Je trouve ça ridicule, c'est des fondamentaux, c'est la base. Pour définir Bitcoin, je me suis entraîné devant ma mère et mon père pour faire la conférence. Merci. Et du coup, ils posent des questions qui sont absolument lunaires, mais il n'y a pas de questions bêtes. C'est juste que ça fait réfléchir et j'y avais pas pensé. Ma mère, elle me demande qu'est-ce que ça veut dire Bitcoin. Ouais, c'est vrai. Dis-moi le mot, décompose le mot. Donc, on coupe en deux. Les bits, ce sont ça fait référence à la plus petite unité de données dans le système binaire utilisé en informatique. Donc, on va dire que c'est du code informatique, c'est du langage informatique. Coin, en français, ça peut être traduit par les pièces. Donc on peut comprendre ici argent digital. Donc ça m'a fait réfléchir quand elle m'a dit ça. C'était marrant, on m'avait jamais posé la question comme ça. C'est con que Nakamoto ne l'ait pas dit au départ. Il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire, peut-être qu'il dit quelque chose à peu près similaire. Donc lui, sa définition, là c'est la traduction française que je vous ai mise. Un système de paiement électronique pair à pair. Pair à pair, ça veut dire de personne à personne sans intermédiaire. Pas de banque, pas d'institution. J'échange de la valeur. C'est la première fois qu'on peut échanger de la valeur directement. C'est comme de l'argent liquide. Ça a toutes les propriétés de l'argent liquide, mais en digital. Ce qu'il faut comprendre avec Bitcoin, c'est que en anglais, on parle de permissionless et open source. Donc, permissionless, ça veut dire sans besoin d'autorisation. Tout le monde peut utiliser le Bitcoin. Il suffit d'une connexion Internet, un ordinateur, enfin, il y en a qui le font même avec des téléphones, et c'est tout. Open source, le code informatique, parce que, ah oui, ça c'est important de dire, Bitcoin c'est du code informatique. Le code informatique est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès, peut travailler dessus, peut reprendre le code, essayer de créer un autre truc, etc. Open source, c'est extrêmement important. Ça en dit long sur la philosophie qu'il y a autour de Bitcoin. Ensuite, une des informations les plus importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Et on n'aura jamais plus de 21 millions. On va voir tout au long de la présentation comment ça se matérialise. Mais ça, il faut retenir, 21 millions, il n'y en aura jamais plus. Et 21 millions de quoi, vous aurez d'unités. D'unités. Un Bitcoin, D'accord. 21 millions, pas plus. Un Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 43 000 €. Un seul Bitcoin. Et ça, c'est mon père qui m'a posé cette question et j'avais oublié de l'expliquer, donc je vais le dire directement maintenant. On peut acheter des Bitcoins pour des fractions de Bitcoin. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir 43 000 € pour acheter un Bitcoin. Un Bitcoin est divisible jusqu'à la 8e décimale. Donc je peux acheter pour 100 € de Bitcoin, 300 € de Bitcoin, etc. Le ticket minimum, du coup, ce serait quoi? Il n'y a pas de ticket minimum. Si tu veux... Mais on peut... 50 €, c'est possible de rentrer tous les mois. Bien sûr. On verra que c'est d'ailleurs la stratégie personnelle pour quelqu'un. C'est le DCA. Tous les mois, ça lisse le prix. On verra que c'est ce qui surperforme tout. On le sait en finance, la gestion passive, elle surperforme la gestion active. Plutôt que de payer des fonds d'investissement qui se prennent des frais. Un DCA tranquille et on y va. Il y a un gros mythe autour de l'inventeur de Bitcoin. Parce que comme je vous ai dit là, je vous ai donné Satoshi Nakamoto, mais ça c'est un pseudonyme. On sait que c'est pas une réelle personne. D'accord. Donc là, il y a un gros mythe autour de ce personnage-là. On parle presque de l'Immaculée Conception, il y a toute une philosophie presque religieuse à côté de Bitcoin. Je vais pas rentrer dedans, mais c'est important de comprendre que il s'est fait, il a disparu. Il a arrêté de répondre sur les blogs internet à partir de 2011 parce que il y a des gens qui travaillent autour de Bitcoin et qui ont commencé à parler avec la CIA. Il le traquait. Il le traquait. Non. Quand je dis travailler sur Bitcoin, c'est que quand il a offert au monde ce protocole, il a lancé le protocole en 2009. Il y a des gens qui ont commencé à regarder, à comprendre, machin, à l'utiliser, et ils ont voulu participer, comme là je suis un peu en train de le faire, c'est comme participer dessus. Et ces gens-là, ce ne sont pas le créateur. Ils se sont appropriés cette technologie, mais ce ne sont pas le créateur. Et il y a une personne qui a dit « Ah, mais il y a la CIA qui m'a contacté, ils veulent que je leur explique, un peu comme je fais aujourd'hui, ils veulent que je leur explique Bitcoin. »
l'inventeur de Bitcoin, quand il a su ça, il a disparu complètement de la circulation. Ce qu'on fait quand la CIA met l'or quelque part, en général, c'est pas trop bon. Je vais pas rentrer dans ça, mais en tout cas, il a disparu à ce moment-là. Il a refait une apparition quelques années après, parce qu'il y a quelqu'un qui se faisait passer pour le créateur. Il a dit non, c'est pas cette personne, et c'est tout, et il est reparti. Voilà. Je voulais parler de la date de lancement aussi. La date de lancement, elle arrive en 2009. Le timing, il est pas anodin. Il lance ça après la crise des subprimes, et on verra que c'est après un ras-le-bol de la finance traditionnelle, des banquiers, etc., qui ont fait n'importe quoi, qu'il a lancé ce protocole. Je vais revenir En vous dites 2009. 2009. Un an Ouais, après après 2010. le prime de 2009, d'accord. Okay. Exactement. Donc, je voulais parler un petit peu des cypherpunks. Donc, en fait, là, je vais faire la préhistoire de Bitcoin. Donc, j'ai dit Bitcoin, ça a commencé en 2009, mais ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans de travaux avant Bitcoin, les gens oublient. Il y a 40 ans de travaux avant Bitcoin qu'on va voir où voilà, on a des gens qui sont identifiables, qui ont travaillé sur des technologies qui ont été utilisées dans Bitcoin. Je veux juste préciser avant que Bitcoin est souvent considéré comme la dernière vraie crypto-monnaie, car il fonctionne sans intermédiaire, ce qui les distingue des autres projets. C'est pour ça que quand j'ai discuté avec toi par message, au début je voulais parler des crypto-monnaies, de parler de tout l'écosystème. C'est mieux de se concentrer déjà sur Bitcoin, de comprendre Bitcoin. En termes déjà de capitalisation, c'est plus de 50% du domaine qu'on peut appeler les crypto-monnaies. Donc là on va parler que de Bitcoin. Donc dans les années 90, on a un groupe de militants de la confidentialité. C'est-à-dire que c'est des cryptographes qui travaillent sur la cryptographie. Un des cypherpunks les plus célèbres, c'est Phil Zimmermann, qui a créé PGP, c'est ce qu'on utilise pour l'encryptage de nos emails notamment. Donc pour pas que nos emails soient réceptionnés par des attaquants, il y a juste celui qui envoie l'email et celui qui le reçoit qui peut déchiffrer l'email. Donc ça, c'est une des technologies qui est utilisée. Ensuite, on a Hal Finney, je vais parler de lui, mais en fait, il a travaillé avec Zimmermann sur cette technologie-là. Hal Finney, il est très important, on va le voir plus tard, il peut être considéré presque comme le co-inventeur. Ensuite, on a Adam Back qui est ici. Adam Back, il est connu pour avoir travaillé sur la preuve de travail. Preuve de travail, vous allez voir, je vais le répéter plusieurs fois dans l'intervention, c'est extrêmement important. C'est une des technologies justement qui est adoptée sur Bitcoin. Ensuite, on a là Nick Szabo. Nick Szabo, il a travaillé sur les contrats intelligents. On verra plus tard aussi l'importance de cette technologie-là dans Bitcoin toujours. Et en plus, il a travaillé, ça c'est assez important, assez marrant, sur une crypto-monnaie dans les années 90 qu'il n'a pas lancée. C'est resté dans l'aspect théorique. D'accord. Il y avait tout qui était prêt, mais il l'a pas lancé. Et ça s'appelait BitGold. Donc c'est pas très loin. Dans certains interviews, il se trompe, il dit Bitcoin. Bon bref. C'est vraiment pour vous dire que le mythe, il n'existe pas vraiment dans le sens où on sait à peu près les gens qui ont travaillé autour de cette technologie. Ensuite, on a Julian Assange, qui est plus important sur l'aspect politique et philosophique de Bitcoin. Julian Assange, est-ce que vous voyez qui c'est? Est-ce que vous avez déjà vu sa tête quelque part? Non? Alors du coup, Julian Assange, il peut être considéré comme le plus grand lanceur d'alerte de l'histoire. Donc il a créé Wikileaks. C'était une sorte de média qui permettait de faire fuiter et de mettre en avant des pratiques notamment gouvernementales cachées au public. Un autre lanceur d'alerte un peu dans la même gamme, c'est Edward Snowden, qui nous a appris qu'on est sur écoute avec nos téléphones, ce genre d'informations-là. Il a aussi sorti les Spy Flies. Les Spy Flies, ils ont révélé l'étendue de la surveillance mondiale. La surveillance mondiale, les caméras, etc., mettant en lumière la violation des droits de l'homme. On verra pourquoi ça a de l'importance. J'ai mis un petit rapport avec l'actualité, parce que ça, personne n'en parle, et moi ça me travaille un peu. C'est la Commission européenne qui a décidé en 2023 de faire passer une identité numérique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on aura un petit badge où on aura tout dessus, la carte d'identité, le permis de conduire, nos données bancaires, enfin, c'est absolument... en termes de liberté, c'est catastrophique. Donc, c'est appliqué à 200%. On sera appliqué, ouais, exactement, ça fait peur. Tout ça, pas très démocratiquement, on va dire.
Je voulais juste parler de Wikileaks parce que lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison, juste pour avoir essayé de nous aider. Pourquoi c'est important par rapport à Bitcoin? En 2011, le gouvernement américain, avec l'aide du système SWIFT, a ordonné à tous les systèmes de paiement et toutes les banques de couper Wikileaks du système financier. Donc plus de compte bancaire, plus rien, plus d'argent, mort. À ce moment-là, ils ont reçu des dons de Bitcoin. Donc c'est pour montrer l'incensurabilité et l'alternative que ça peut être. Donc il y a un côté un peu plus sombre de ces groupes de cypherpunks là, des années 90, c'est que dans ces cypherpunks, il y en a certains qui font partie d'un courant libertarien qui est transhumaniste. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va pouvoir être immortel, que la technologie aura beaucoup plus d'importance dans les années à venir. Et pourquoi c'est important par rapport à Bitcoin? Parce que ces gens-là, il y en a beaucoup, comme le cofondateur, comme j'ai dit, Alfiné, qui a décidé de se faire cryogéniser à sa mort. Donc cryogéniser, c'est-à-dire vous me mettez dans une sorte de capsule gelée, et peut-être que dans 200 ans, on me ramène à la vie. Voilà. Pourquoi c'est important par rapport à Bitcoin? Parce que ces gens-là, ils pensaient à l'immortalité et voulaient créer également une monnaie qui soit immortelle. Donc, j'aimerais bien que dans 200 ans, quand je me réveille, j'ai toujours mes fonds, et si ça peut prendre la valeur, c'est encore mieux. Donc c'est un peu de la spéculation, c'est moi qui ai fait des recherches, etc. Mais je trouve que ça parle. On est bien d'accord que le mec qui a créé le Bitcoin, il a disparu du marché, mais c'est pas pour autant qu'il s'est fait lobotomiser et mis dans une boule. Ah, on sait pas. D'accord. Ça peut porter à tous les mythes. Al Gore aussi, le créateur d'Internet, il s'est fait cryogéniser, il fait partie de ce courant-là, transhumaniste. C'est lui, Alfiné, celui que je vous parle depuis tout à l'heure, qui est plus ou moins le co-créateur, dans le sens où c'est lui qui a reçu la première transaction de Bitcoin, en 2009, et qui avait travaillé sur les technologies de PGP, sur l'encryptage. Ah oui, pourquoi je voulais parler de lui? Aussi parce que il y avait deux visions de Bitcoin. C'est-à-dire que l'inventeur anonyme, il voyait que Bitcoin pourrait être un moyen d'échange, système de paiement, qui remplacerait plus ou moins l'euro, etc., les monnaies traditionnelles. Et lui, Alfiné, il voyait pas ça comme ça. Il pensait que Bitcoin deviendrait une sorte de réserve de valeur, un peu comme l'or, et donc sa place définitive serait plus ou moins de finir dans les réserves des banques centrales pour backer l'économie. On vient à la proposition de valeur de Bitcoin, et là, il va falloir un peu s'accrocher parce que c'est un peu technique, mais on va y arriver. Il y a deux choses par rapport à Bitcoin. J'aime bien parler de Bitcoin avec un grand B majuscule. On parle de la blockchain Bitcoin. Qu'est-ce que la blockchain? C'est un registre distribué des transactions. Ça peut être vu comme un grand livre comptable. On note toutes les transactions, la date, etc. La date, l'heure, ce qu'on appelle l'horodatage, pour garder une copie de tout ce qui s'est passé depuis 2009. Comme on voit, le blockchain, ça peut être pareil que les ordres de virement permanents qu'on a avec les organismes bancaires. Oui, on voit l'heure, etc. C'est ça. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est décentralisé, mais on verra pourquoi. Ensuite, je parle de Bitcoin. Bon, j'ai pas réussi à générer l'image avec un B minuscule, je sais pas pourquoi il voulait pas, mais on peut parler de Bitcoin aussi avec un petit b, et là, dans ce cas-là, on parlera de la crypto-monnaie, ou des coins, des pièces digitales, qui transitent sur la blockchain. Donc aujourd'hui, on trouve de la monnaie Bitcoin? Non, on ne trouve pas. C'est-à-dire ça. En physique, non. Ouais, c'est bien de elle le est jolie dire. en plus. Hein. Elle est sympa. C'est bien de le dire, mais oui, il n'y a pas de pièce physique. Si on vous en vend, c'est de l'arnaque.